Saint-Longy, dans le département de la Sarthe. C'est l'un des plus gros élevages de lapins en France. Depuis 30 ans, Patrick Pilon est aux petits soins pour ses animaux. 30 000 paires d'oreilles qui grossissent à vue d'œil dans ses cages. Donc ça, ce sont des hybrides, des mélanges de races pures, tous identiques, tous blancs et les yeux rouges. Ils sont 7 par cage. Donc là, c'est l'alimentation automatique. Ça se met en route à 16 heures. Il y a une mangeoire qui est dans le bout là-bas. L'eau, c'est automatique aussi. C'est une petite pipette, un petit piston. Patrick Pilon a toujours mis ses moyens au service d'un élevage industriel très rentable. Jusqu'à l'apparition d'un mâle inconnu. Depuis octobre 2014, ces lapins meurent par dizaines. Et chaque matin, c'est le même décompte macabre. Là, il y en a beaucoup et en principe, je devrais en enlever 3 ou 4 tous les jours. Et là, aujourd'hui, je vais peut-être en enlever peut-être une 25, 30. Donc 10 fois trop. Alors, il y a des périodes, ça va mieux. Et puis là, voilà, il suffit que je le dise pour que... Patrick Pilon assiste impuissant à sa faillite professionnelle et personnelle. Alors, ce que j'ai pensé au départ, c'est que j'étais devenu un mauvais éleveur, tout simplement. Tout simplement, et j'ai peut-être cherché trop longtemps tout seul. Donc, au bout d'un moment, j'ai convoqué plusieurs techniciens et vétérinaires. Et là, ça a été un échec total. On n'a absolument rien trouvé d'anormal au niveau des pathologies. Et aucune solution n'était trouvée. Aucune solution, aucune cause établie. Pour Patrick Pilon, c'est l'impasse. 4 ans après le début de ses problèmes, l'éleveur va rencontrer cet homme. Lui est géobiologue. C'est la chambre d'agriculture locale qui l'envoie. Il se présente comme un chasseur d'ondes électromagnétiques. Je suis en train de mesurer les champs électromagnétiques artificiels qui sont émis par les relais téléphoniques et ça se mesure en volts par mètre. Les ondes sont partout, tout autour de nous, inodores, inaudibles, invisibles. C'est pourtant de l'énergie qui se propage dans l'air, à partir notamment de ces antennes relais. Voilà pourquoi le géobiologue met Patrick Pilon sur la piste de ce relais téléphonique, situé à moins de 300 mètres de ses cages. L'éleveur découvre que son exploitation est exactement dans le faisceau d'une antenne. Pour le géobiologue, les ondes seraient la cause des problèmes de Patrick Pilon. Il veut nous en faire la démonstration avec son appareil de mesure. Donc là, à l'heure actuelle, on est à la mesure, on varie entre 2 et 3,5. Et en géobiologie, on recommande un seuil en dessous de 0,5 volts par mètre. Donc c'est-à-dire qu'on est 6 fois au-dessus de la valeur. Donc là, il y a une action sur le vivant. Là, on est à 2 volts par mètre. 2,4, 2,6, 3. Ça commence à faire beaucoup et on est pile poil dans l'axe d'émission de l'antenne. Voilà, et là, ça évolue énormément. Il y a 3,6, 3,3, 3,7, 4. La traque des ondes se poursuit dans les clapiers. Ces cages ne sont pas hermétiques. Les ondes peuvent donc circuler à l'intérieur. Et voilà, on a du 2,6, 2,7 volts par mètre encore. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les ondes arrivant dans les cages métalliques, ça met du stress sur les animaux. Et donc moins de performance, ils mangent moins. Et puis il y a des animaux qui ont une immunité tellement faible que derrière, ils peuvent crever. On va voir mes petits lapins.
Difficile d'être aussi affirmatif. Car la géobiologie n'est pas une science. Et ces mesures sont très contestées par les industriels et certains services de l'État. Malgré ces critiques, Olivier Ranchy sillonne la région depuis des années. Et selon lui, des éleveurs victimes des ondes, il y en aurait de plus en plus. À 80 km de chez Patrick Pilon, la ferme des Brocs. Celle de Didier et de son épouse Isabelle. Donc là, on est à peu près dans le périmètre entre 120 et 150 mètres. En fait, on voit que les valeurs n'ont pas arrêté d'augmenter. Et on est quasiment dans notre maison, là. On est quasiment à la hauteur de ta maison. Tout à fait. Là encore, même problème. Au sommet du château d'eau, une antenne qui pointe vers l'exploitation. Depuis 2015 et le passage à la 3G, Je vais vous montrer mes petits poulets. ces éleveurs affirment avoir constaté des problèmes de croissance chez leurs volailles et des soucis de fertilité chez leurs vaches. Normalement, ici, c'est pas des génisses que je devrais avoir. Je devrais avoir 18 vaches avec 18 veaux. 18 veaux qui aujourd'hui auraient entre 3 et 4 mois. Et donc, constaté aujourd'hui, il manque tous les veaux. Rien ne prouve que ces problèmes sont liés à la présence de l'antenne. Pour ces éleveurs, il y a tout de même un détail qui ne trompe pas. Sur les vaches, j'ai quasiment pas de doute sur le fait que l'antenne pose des gros soucis de fertilité. La preuve est quand même que lorsqu'on les éloigne, tout va bien et que lorsqu'elles sont là, ça ne va plus. Pour moi, c'est une preuve. La preuve, c'est ce qui manque aux Français qui se disent victimes des ondes électromagnétiques. Pour eux, l'arrivée de la 5G n'est pas une bonne nouvelle. Sébastien, c'est avec ce téléphone que tu vas piloter la voiture. C'est la promesse d'un nouveau départ pour la téléphonie mobile. La 5G, c'est quoi? La 5G, ce sont d'abord des antennes, dernière génération, testées dans 9 villes françaises. Elles s'inscriront bientôt dans le paysage, aux côtés des précédents systèmes de diffusion qui se comptent déjà par centaines de milliers. Les partisans de la 5G sont nombreux et influents. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. La 5G nourrit les théories du complot. Une théorie conspirationniste relie la 5G avec le coronavirus. Partout dans le monde, des antennes brûlent. Mais les opposants à la 5G ne sont pas tous complotistes, ni amiches. Partout dans le monde, les peuples se réveillent. Vous êtes en train de dire que les Suisses sont devenus des cobayes ? Oui, absolument. C'est une expérimentation humaine sur humain non consentant, c'est interdit. On nous dit « Ah oui, mais c'est des rayonnements non ionisants, donc il ne peut pas y avoir d'effet. » C'est faux. Et c'est bien les effets présumés des ondes qui inquiètent le plus les anti-5G. Alors le gouvernement rassure. Jamais il n'a été avéré que les ondes de radiofréquence aient un quelconque effet ou un quelconque impact sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Ces seuils protègent-ils vraiment la santé des Français ? Les seuls effets reconnus par la science, ce sont les effets thermiques. Vous pouvez appeler 24 heures d'affilée jusqu'à la fin de votre batterie, allez-y. Il n'y a aucun problème de santé. Pour d'autres, le débat sur le danger des ondes est loin d'être tranché. Les opérateurs de téléphonie mobile ont appliqué les normes. Et malgré ça, je vous dis, il y a des études qui sortent et qui montrent une augmentation de maladies inflammatoires au niveau du cerveau. Allô? Oh, tu sais pas quoi? Arrêtez de mettre le téléphone près de l'oreille. Arrêtez, parce que pour moi, c'est dangereux, voilà.
Bon, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui. Chez les Brault, le plus gros problème, ce n'est pas forcément leurs animaux, plutôt leur santé. En particulier, celle de Didier. Madame et monsieur Brault, bonjour monsieur, bonjour madame, je vous en prie, vous allez me suivre. Avec son épouse, Didier est reçu à l'hôpital de Nantes par le docteur Tripodi. Ce médecin dirige l'un des rares services en France spécialisé dans les maladies environnementales. Les analyses de l'agriculteur ne révèlent aucun problème. Et pourtant, Didier Brault est au bord de l'épuisement. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme premier trouble? Une période où il y avait des maux de tête, des vertiges, et puis surtout des problèmes de sommeil. Les maux de tête que vous avez, ils sont quotidiens? Il n'y a pas de moment précis, et puis ça peut être n'importe quel endroit. D'accord, donc si on résume, il y a les maux de tête, il y a ces vertiges... Et puis les pertes d'équilibre. Et les troubles de mémoire. Voilà. C'est quand il y a le manque de sommeil, à un moment donné, ça ne suit plus. Et vous prenez des somnifères depuis quand? Je dirais 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. À part ça, vous ne prenez pas d'autres médicaments? Antidépresseurs. Aussi? Et depuis quand? Parce que ça finit en dépression. Pour le docteur Tripodi, ces symptômes sont liés à une exposition aux ondes électromagnétiques. Actuellement, on considère que ça rentre dans ce qu'on appelle l'électrosensibilité, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres facteurs explicatifs chez vous, d'accord? Est-ce que pour l'électrosensibilité, vous connaissez des choses, enfin, soit des aliments, soit des médicaments? Alors, je suis désolé parce qu'il n'y a pas de traitement à ce jour. Aucun traitement disponible, malgré les troubles et le nombre de malades. Les autorités sanitaires estiment que 5% de la population, soit 3 millions de Français, auraient le même genre de symptômes que Didier Brault. L'électrosensibilité n'est pourtant toujours pas reconnue comme une maladie. C'est une reconnaissance du trouble sans dire que c'est une maladie. Et pourquoi on ne dit pas que c'est une maladie? C'est parce que quand on passe l'IRM, il n'y a rien. Donc on n'a pas comme, je sais pas, je dirais la tuberculose, où on a toutes les définitions cliniques, les symptômes, la radio, le diagnostic par les prélèvements. Là, c'est pas possible. En l'absence de certitude scientifique, seule solution pour les électrosensibles, s'éloigner des sources de rayonnement. Les Brault ne l'ont jamais envisagé. Ce qu'ils veulent, eux, c'est se débarrasser de l'antenne. Pour nous, la solution, c'est qu'elle s'en aille. C'est de ne pas l'avoir auprès des bâtiments, c'est surtout ça. L'opérateur qui est là, c'est Orange. Oui. Avez-vous jamais eu des contacts avec eux pour leur demander des explications, des renseignements Ah mais non, de toute façon, pour parler à une personne Pour joindre quelqu'un. C'est pratiquement impossible. Les informations qu'on a, c'est simplement les brochures qu'on peut avoir un peu partout en mairie, voilà, qui donnent les avantages, mais pas forcément les inconvénients. Nous avons joint Orange. L'opérateur nous a répondu par mail. À ce jour, nous n'envisageons pas le déplacement de cet équipement. Cette antenne est totalement conforme. Conforme. En France, les antennes le sont toutes. Au 1er septembre 2020, plus de 50 000 relais étaient en service sur tout le territoire. 10 000 de plus qu'il y a 5 ans. Le nombre de Français exposés aux ondes électromagnétiques augmente donc peu à peu. Les Clés-sous-Bois, dans le département des Yvelines. Un coin tranquille de la banlieue parisienne. C'est ici que Nicole Courat, une jeune retraitée,
a passé les 18 dernières années de sa vie professionnelle. Ici, on commence à apercevoir le bâtiment central avec toutes les ailes. Jusqu'en janvier 2020, elle était secrétaire du comité hygiène, sécurité et conditions de travail dans cette entreprise, entourée d'antennes relais. Donc ici, on aperçoit bien l'antenne qui est à l'intérieur du site. Après, vous avez une antenne de ce côté-là et une antenne qui est derrière la haie et qui aussi irradie tout le bâtiment central. Ce bâtiment, cerné par 3 antennes relais, est au cœur de l'un des sites d'Atos, une multinationale française spécialiste des services informatiques. Atos, c'est un géant mondial du numérique. En plus de l'environnement extérieur, on trouve donc à l'intérieur du bâtiment central des salles informatiques, des serveurs en pagaille et de grosses alimentations électriques, de nombreuses sources de rayonnement électromagnétique. Nicole Coura et les 1000 salariés du site ont longtemps travaillé ici en toute quiétude. On ne s'est jamais posé les questions avant que le problème n'arrive, avant que les malades ont déclaré le cancer du cerveau. Des cancers du cerveau. Entre 2015 et 2019, un nombre inexpliqué de cas est diagnostiqué chez plusieurs salariés ou ex-salariés du site. Tous avec la même pathologie. Des gliomes ou glioblastomes, des cancers rares, très agressifs. Pour comprendre, nous avons d'abord voulu rencontrer un malade. Quand Gérard Duchastenier nous reçoit, il lutte contre son cancer depuis plus d'1 an. Retraité d'Atos, cet ingénieur informatique a passé plus de 30 ans dans l'entreprise. Les 15 dernières années que j'ai passées au Clé-sous-Bois, je faisais du support aux clients. Ça consiste à aider un client, un de nos clients qui a un problème. Bon, d'un coup, ça ne marche plus, tout s'arrête chez lui. Voilà. Donc pour ça se faisait par téléphone. Un téléphone filaire? Non, un smartphone. Le téléphone, vous l'aviez collé à l'oreille? Je l'avais collé à l'oreille, oui. Oui. Alors, c'est vrai que ça chauffait un peu, hein, c'est normal. Mais bon, je pensais que c'était normal que ça chauffe. Je me posais pas plus de questions que ça. Nous avons réussi à identifier les locaux dans lesquels Gérard Duchastenier a travaillé. D'abord au rez-de-chaussée du bâtiment F3, puis au 2e étage du bâtiment F6, juste en face de l'antenne relais. Mais la plus grande partie de son temps, il la passe au téléphone, en sous-sol, bâtiment F9. Il partage l'une de ses salles informatiques avec un collègue. J'étais donc beaucoup en salle informatique, mais toujours près des serveurs, quoi. C'était très proche des serveurs, hein. Donc c'est quelque chose qui était difficile. C'est vrai que quand on sort de la salle informatique, on ne sait plus où on est, quoi. Enfin bon, c'est perturbant, quoi. Et ces gros serveurs là, c'est plein de composants électriques qui vibrent. Bon, c'est pas hyper agréable, quoi, hein. On sent bien que c'est pas bon. Mais bon, voilà, après tout, c'est le métier. Chaque jour, Gérard Duchastenier et son collègue passent en moyenne 2 heures au téléphone portable. En 2015 pour Gérard, c'est l'heure de la retraite. Mais 4 ans plus tard, sa vie bascule dans la maladie. À l'IRM, on m'a trouvé un glioblastome, donc une tumeur grosse et du côté droit. Donc ici, là, ce côté temporal droit, ici. Et j'ai appelé l'entreprise, j'ai appelé l'ancien collègue, et c'est là que j'ai appris que mon ancien collègue était malade depuis 1 an, il avait la même chose exactement. Au même endroit? Non, du côté gauche, puisqu'il est gaucher. Et c'est vrai qu'inconsciemment, là, j'ai fait le lien avec les champs électromagnétiques, hein, et les conditions de travail, on va dire. Le cancer de Gérard Duchastenier
et celui de son collègue auraient pu passer inaperçus, sans le médecin du travail qui s'occupe du site d'Athos. Le docteur Chanet mène son enquête et en quelques mois, il découvre 7 cas de gliome avérés parmi les 1000 salariés. Est-ce que vous aviez déjà vu dans votre carrière avant, en tant que médecin du travail, un tel phénomène sur un site d'entreprise? Jamais. C'était la première fois. Donc effectivement, j'ai été très surpris par ce nombre, parce que là, l'incidence des gliomes en France est de 5 à 6 pour 100 000. Et qu'on arrive à 7 pour 1000 ou un peu plus de 1000, c'est quelque chose d'assez rare, enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que chez Athos, vous avez pu identifier des facteurs de risque? Métaux lourds, pesticides, dioxines, PCB, non. Solvants? Non. Avez-vous... Dérivés nitrés non plus, non, j'ai pas vu ça. Donc quand on arrive à éliminer tout ça, on arrive sur le risque potentiel, c'est effectivement un champ électromagnétique. Vous n'identifiez pas d'autres facteurs de risque que les champs électromagnétiques? Non, je suis parti dessus, effectivement, sur cette cause-là. Les ondes électromagnétiques sont-elles à l'origine des cancers des salariés d'Athos? C'est l'hypothèse du docteur Chanet, il le dit. Il va même l'écrire dans ce document interne à l'entreprise. Un formulaire reconnaissant un danger grave et imminent sur le site d'Éclay-sous-Bois. Le danger, c'est écrit noir sur blanc, l'exposition de salariés aux champs électromagnétiques. Le document est signé le 21 mars 2019 par Nicole Courat, la secrétaire du CHSCT, et par Nicolas Quintin, le chef d'établissement. Nous avons fait une demande d'interview à Nicolas Quintin. Après plusieurs mois, le chef d'établissement du site d'Athos accepte de nous rencontrer. Oui, mais respect des gestes barrières avant tout. Le gel, je crois que c'est moi qui l'ai. Dans ton sac. Ouais. Bonjour. Monsieur Quintin. Voilà, Enchanté. Enchanté. Alors, je ne vous serre pas la main parce qu'on est dans des parties. Cet ingénieur est un spécialiste de la prévention des risques. Depuis le début, il gère la crise pour Athos. Le médecin du travail a l'air de faire un lien entre le danger grave et imminent et l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et vous, est-ce que vous faites ce lien? Alors, le lien n'est pas fait parce que nous n'avons pas la certitude que nos collaborateurs sont exposés. Les mesures qui ont été réalisées par le bureau de contrôle confirment que les lieux de travail, sur l'ensemble du campus, présentent des valeurs de champs électromagnétiques qui sont bien en deçà des valeurs limites d'exposition, à la fois pour le public et donc par défaut pour un milieu professionnel. 7 cancers du cerveau avérés, ici, sur le site d'Éclay. Selon vous, ce serait quoi la cause? Il y a un autre facteur de risque éventuellement? Je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas connaissance d'autres facteurs de risque et je n'ai pas non plus connaissance d'un consensus qui explique ce qui est à l'origine de ces gliomes. Donc vous vous rattachez à ces valeurs limites? Je n'ai pas d'autre choix que, puisque je n'ai pas de compétences scientifiques ni de pouvoir législatif, je n'ai pas d'autre choix que de m'appuyer sur les textes législatifs. La position d'Athos est claire. Elle s'appuie sur les nombreuses mesures réalisées dans les locaux. Ici, dans les couloirs. Là, dans les sous-sols. Selon 2 études réalisées pour la direction par 7 organismes de contrôle, les lieux de travail considérés présentent des niveaux de champs électromagnétiques inférieurs aux valeurs limites d'exposition. Dans un autre rapport, celui du CRIREM, diligenté par les salariés, même constat. Mais certaines mesures attirent notre attention. Bâtiment F3, bureau 33, jusqu'à 6,6 volts par mètre. Bureau 34, jusqu'à 8,2 volts par mètre. Bâtiment F7, bureau 1D36, jusqu'à 12 volts par mètre. Pour l'Agence nationale des fréquences, cela s'appelle des points atypiques. En 2019, seuls 29 de ces points ont été répertoriés en France. Chez Athos, selon ces documents, il y en aurait au moins 3, dont celui-ci. Bâtiment F7, premier étage droite, bureau numéro 36.
12 volts par mètre. Vous travailleriez, vous, dans un bureau exposé à 12 volts par mètre? Oui. Oui. Aujourd'hui, ce bureau, il est occupé par des salariés? F7, 1D36. Je ne sais pas. On pourra aller voir. Alors allons-y rapidement. Est-ce que vous pouvez couper à ce moment-là? Évidemment, nous avons interdiction de filmer dans les couloirs. Donc ça, c'est le bâtiment F7, c'est ça? Vous rentrez dans l'aile F7, oui. Effectivement, il n'y a personne chez vous. Télétravail. Super. Ouais, allez-y, pardon. Donc ça, c'est... Le bureau F7, 1D36. Un bureau vide, spacieux, reste évidemment le voisinage. Alors, si on regarde, elles sont où ces antennes? Vous avez l'antenne située là-bas. Et l'autre antenne relais, elle est? À 300-400 mètres. Donc pour vous, ici, RAS, quoi. RAS, oui, parce qu'effectivement, les valeurs mesurées étaient conformes à la réalité. Et alors, si RAS dans ce bureau, pourquoi il n'y a pas de salariés installés ici? Parce que il a été décidé de répondre favorablement aux collaborateurs qui émettaient une inquiétude par rapport à leur localisation. Le déménagement d'une dizaine de personnes, des réunions d'information. Comment? On va tout de suite arrêter. Parce qu'en fait, dès qu'on sort du bureau, vous n'avez pas le droit, en fait. Face au stress des salariés, ce sont quelques-unes des mesures de précaution prises par Atos. C'est bien trop peu, estime Nicole Courat, l'ancienne secrétaire du CHSCT. L'entreprise considère qu'elle a fait son travail en disant qu'il n'y a pas de preuve, que comme les seuils sont en dessous des seuils réglementaires, il n'y a pas de cause à effet. Est-ce que, de votre point de vue, il y a une volonté de l'entreprise de minimiser les risques liés aux ondes électromagnétiques et pourquoi, selon vous? Oui, il y a une volonté de minimiser, effectivement. Et à mon avis, si je peux me permettre, je pense qu'on arrive un petit peu à la même chose que ce qui s'est passé avec l'amiante. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, connaissait pas bien le risque. Et petit à petit, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème avec l'amiante. Et là, je pense que ça va faire la même chose. Nous avons contacté la direction générale du groupe. À l'époque des faits, la multinationale est dirigée par Thierry Breton, ancien patron de France Télécom et ancien ministre de l'économie. Devenu commissaire européen, il est en charge du marché intérieur, responsable du déploiement de la 5G. C'est une architecture complètement nouvelle en matière de télécommunications et qui va avoir à gérer... Thierry Breton a refusé notre demande d'interview. Mais son cabinet nous a adressé ce message. Monsieur Thierry Breton a été informé de la situation des clés sous bois en juin 2019 et des résultats des 2 premières études de mesure démontrant la conformité du site. Pour le commissaire européen, tout aurait été mis en œuvre pour protéger la santé des salariés. Mais 18 mois après la déclaration de danger grave et imminent, beaucoup continuent à se poser des questions. De savoir qu'il y a autant de cas sur le site, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Après, c'est surtout en tant que famille que ça m'inquiète. Moi, je suis surtout inquiet pour mes enfants. Et cette inquiétude n'est pas prête de retomber. Car en poursuivant son enquête, le docteur Chanet a découvert 10 autres cas de cancer du cerveau. Pas dans l'entreprise, mais dans les environs du site. La question qui se posait, effectivement, c'est sur le bassin, est-ce qu'il y avait d'autres cas qui avaient pu apparaître de gliome? Le bassin, c'est Plaisir, les Clés-Villepreux, parce que ce sont des communes proches. Donc j'ai joint les médecins généralistes que je connaissais, donc 9, sur la commune des Clés. Et je leur ai posé la question, effectivement, s'ils avaient dans leur clientèle des gens qui étaient décédés ou qui avaient en cours un gliome. Et apparemment, d'après ce qu'ils m'ont répondu, donc une dizaine. 10 cas
Ça vous semble inquiétant? C'est une quantité qui était normale. Et quand on cumule 7 sur le site, donc au travail des salariés, et puis une dizaine sur le site, effectivement, sur Plaisir Villepreux-les-Clays, ça correspond à une quantité quand même importante. 17 cas de cancer rare du cerveau, diagnostiqués entre 2015 et 2019, sur ce bassin de population. Les autorités de santé ont-elles réagi? En juillet 2019, Santé publique France met en place un groupe de travail et déclare le site d'Athos comme un foyer de cancer du cerveau, autrement dit un cluster. Ni Santé publique France, ni l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, n'ont voulu nous accorder d'interview. À ce jour, et selon nos informations, aucune enquête sanitaire n'a été lancée. Il n'y a donc toujours aucune cause officiellement établie pour déterminer l'origine des cancers. Et pourtant, sur ces gliomes ou glioblastomes, les experts de Santé publique France expliquent dans ce rapport sur l'incidence des cancers en France qu'entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas a été multiplié par 4. Page 321, les auteurs évoquent une cause potentielle. Les dernières études épidémiologiques et les expérimentations animales seraient en faveur du rôle carcinogène des expositions aux champs électromagnétiques. Sur ce lien présumé entre l'apparition de gliomes et l'exposition aux champs électromagnétiques, nous avons interrogé le docteur Tripodi. Pour lui, les ondes de nos téléphones portables seraient bien un facteur de risque. Et les opérateurs de téléphonie mobile ont appliqué les normes. Et malgré ça, je vous dis, il y a des études qui sortent et qui montrent une augmentation de maladies inflammatoires au niveau du cerveau. Ces études vont dans le sens d'un lien entre surexposition au téléphone portable et certaines pathologies, notamment les gliomes, avec un niveau d'exposition pendant plusieurs années près de l'oreille, proche de l'oreille. Donc, quand je fais un cours aux étudiants à la fac, chers étudiants, arrêtez de mettre le téléphone près de l'oreille. Arrêtez, parce que pour moi, c'est dangereux, voilà. Ça, c'est l'avis tranché du docteur Tripodi. Nous avons donc cherché d'autres explications du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2011, l'OMS reconnaît les ondes électromagnétiques comme un cancérigène possible. Sur son site internet, l'organisation explique toutefois qu'à ce jour, il n'a jamais été établi que le téléphone portable puisse être à l'origine d'un effet nocif pour la santé. Pour illustrer son propos, l'agence de l'ONU utilise cette photo. L'OMS ajoute qu'en dessous de certaines valeurs limites d'exposition, les ondes sont inoffensives. Alors, de quoi parle-t-on? Ces valeurs limites, les voici. Pour leurs antennes relais, une majorité de pays dans le monde, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Brésil ou la France, ont choisi d'établir ces seuils selon les fréquences entre 28 et 61 volts par mètre. Ces seuils sont censés nous protéger des seuls effets reconnus par tous les scientifiques, les effets thermiques. À très haute puissance, c'est exactement ce qui se passe dans un four à micro-ondes. Les valeurs limites d'exposition protègent-elles vraiment notre santé? Des articles, des courbes, des données par millions. 25 ans que des scientifiques du monde entier font des recherches pour trancher la question. Et ils ne sont pas tous d'accord. Alors, avec l'aide d'une ONG australienne indépendante, nous avons compilé des études épidémiologiques, des études sur des animaux, sur des cellules. 2248 en tout, publiées dans des revues médicales de référence. Les résultats, 23% des études ne reconnaissent aucun effet biologique en dessous des valeurs limites d'exposition. 9% parlent d'effets incertains. Mais près de 68% de ces travaux concluent à la présence d'effets biologiques. Des effets démontrés, mais qui ne déclenchent pas tous des pathologies graves. Vous êtes là?
Parmi les auteurs, Ça marche? Martin Pal, biochimiste. Dariusz Leszczyński, biochimiste. Et Ron Melnick, toxicologue. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ce chercheur a supervisé aux États-Unis la plus importante des études publiques jamais réalisées sur des rats exposés aux ondes de nos téléphones portables. En règle générale, les cancers se développent de la même manière chez le rat et chez l'homme. Pour les rats, nous avons constaté des mutations génétiques dans les cellules du cerveau. Nous avons observé également l'apparition de tumeurs et de lésions, et ces cancers ont bien été causés par les ondes électromagnétiques. Le lien de cause à effet devient de plus en plus évident. Pour moi, quelqu'un qui tient son téléphone proche de sa tête et téléphone 4 heures par jour a un risque de développer une tumeur du cerveau. Publiée en novembre 2018, l'étude américaine passe quasiment inaperçue en France. Pour les 3 chercheurs, nous n'avons qu'une seule question. Sommes-nous protégés par les valeurs limites d'exposition? Ces limites n'ont rien à voir avec la santé publique. Non, nous ne sommes absolument pas protégés. Il y a 9 effets biologiques qui se produisent en dessous des seuils réglementaires. L'un d'entre eux est le cancer. Mais il y a aussi les problèmes neurologiques, psychiatriques, et puis la question de l'infertilité. Les seuils réglementaires ne protègent pas tout le monde. La littérature scientifique nous apprend que les valeurs limites ont été adoptées à un niveau très haut, davantage pour aider l'industrie à se développer rapidement et au meilleur coût que pour protéger la santé des utilisateurs de téléphones portables. C'est le moment de se demander qui est derrière ces valeurs limites d'exposition. À la manœuvre, il y a ces scientifiques présidés par un certain Mike Ripaccioli, un biologiste australien proche de l'industrie des télécoms. En 1992, il crée une petite association privée, la Commission internationale pour la protection des rayonnements non ionisants, l'ICNIRP. Cette association va vite devenir le gardien du temple des valeurs limites. Elle réunit aujourd'hui 14 spécialistes des ondes électromagnétiques. Leur succès, ils le doivent à l'Organisation mondiale de la santé, qui diffuse leurs recommandations depuis 1998. Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est là que nous avons rendez-vous avec Erik van Rooyen, l'actuel vice-président de l'ICNIRP. Ce biologiste de formation est aussi conseiller à l'OMS. Erik van Rooyen est fier de nous présenter le travail de l'ICNIRP. Les valeurs limites et rien que les valeurs limites. L'objet de ces valeurs limites d'exposition est de protéger l'ensemble des citoyens contre les problèmes de santé liés au rayonnement électromagnétique. Le seul effet reconnu scientifiquement, c'est l'effet thermique. Nos recommandations s'appuient sur ce constat. Il n'y a aucun doute, l'effet thermique est le seul effet reconnu scientifiquement. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose ? Nous présentons au vice-président de l'ICNIRP les 2248 articles scientifiques que nous avons compilés. Une très grande majorité d'entre eux affirment qu'il existe des effets biologiques en dessous des seuils réglementaires. Mais selon Erik van Rooyen, absolument rien de neuf. L'ICNIRP n'ignore pas toutes ces études sur les effets biologiques. Nous les avons, nous aussi, regardées attentivement. Mais force est de constater qu'aucune de ces études n'apporte de preuves suffisantes sur la réalité de ces effets biologiques. En fait, vous devez comprendre que si nous ne reconnaissons pas ces effets, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est que nous n'avons jamais envisagé de les reconnaître. Les scientifiques de l'ICNIRP sont-ils totalement indépendants?
Nous avons épluché les CV de ces 14 experts. Sur ces 14 chercheurs, 10 seraient exposés à un risque de conflit d'intérêts avec l'industrie des télécoms. La majorité d'entre eux ne nous a pas répondu, comme l'italien Guglielmo Dinzeo, conseiller scientifique de Vodafone pendant 2 ans. L'Australien Rodney Croft dément tout conflit d'intérêts, et pourtant son laboratoire a reçu entre 2012 et 2015 165 000 € de l'EPRI, un institut américain de lobbying industriel. Le Suisse Martin Rössli est chercheur dans une fondation financée par des opérateurs de téléphonie mobile. Par mail, il nous assure de son indépendance. Et vous-même, avez-vous eu le moindre contact avec l'industrie des télécoms? Non. Vous avez été le vice-président de l'association de biologie électromagnétique? Oui. C'est une association financée en partie par l'industrie des télécoms. Vous avez le lobby des opérateurs mobiles, l'organisation EPRI et l'Institut coréen pour le développement électromagnétique. Ils financent nos réunions, mais ne financent pas notre organisation. Oui, c'est un peu la même chose. C'est impossible d'avoir des conférences scientifiques sans financement. Financé par l'industrie, vous voulez dire? Oui, en fait, oui. Mais alors, comment ces experts ont-ils réussi à influencer le monde, et notamment la France? À la fin des années 90, l'ICNIRP, lié à l'Organisation mondiale de la santé, cherche à s'imposer sur la scène internationale. En 1999, l'Union européenne va lui donner un sacré coup de main en soumettant cette recommandation aux États membres. L'objectif, imposer les valeurs limites d'exposition proposées par l'ICNIRP. Depuis cette époque, l'Union européenne est devenue l'un des bailleurs de fonds de l'association. Est-ce que tu l'as? C'est le début du boom du téléphone portable. Oui, je l'ai. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Pour nous faire définitivement aimer l'an 2000, le gouvernement de l'époque, dirigé par Lionel Jospin, va alors transposer en droit français une simple recommandation européenne par décret, juste après ça. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle est comme un coup de tonnerre. En pleine débâcle politique, juste entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2002, Lionel Jospin et ses principaux ministres signent ce décret sans aucun débat public. À l'époque, un seul membre du gouvernement se pose des questions, Yves Cochet, le ministre de l'Environnement. Yves Cochet, nous l'avons retrouvé dans son repère breton. En 2002, il refuse de signer le décret qui doit imposer les seuils d'exposition de l'ICNIRP. Voici donc le fameux décret du 3 mai 2002, que vous n'avez pas signé. Non, que je n'ai pas signé, en effet, pour des raisons, disons, de principe de précaution. Dans la mesure où il me semblait que les normes qui s'étaient proposées étaient supérieures à celles qu'on avait déjà à Paris depuis 1 an. Donc je ne l'ai pas signé, mais ça n'a pas empêché qu'il soit appliqué. Selon Yves Cochet, le gouvernement Jospin aurait cédé à la pression des acteurs industriels et des opérateurs en particulier. Il est très probable, évidemment, qu'avant même le 21 avril 2002, célèbre par la défaite de Jospin, eh bien, il y a eu des conversations entre le gouvernement et puis France Télécom, par exemple, de telle manière qu'on voit un peu quelles sont les normes d'exposition. Et les opérateurs ont dit que c'est un nouvel Eldorado financier et industriel, donc on va essayer d'avoir les seuils les plus hauts possibles, de telle manière que les infrastructures qu'on va être obligé de mettre, les antennes relais, ne nous coûtent pas trop cher en investissement. Donc visiblement, c'est un calcul qui a été fait et ils ont réussi à convaincre là-dessus, disons, le gouvernement français de l'époque. En 2002, Christian Pierret appartient au gouvernement. Il est ministre délégué à l'industrie en charge du secteur des télécoms.
Devenu avocat d'affaires, il dément tout lobbying des industriels. Aucun lobbying. Les valeurs limites ont été calculées en fonction des données que nous indiquait le corps médical. C'est pour garantir la santé publique que ce décret a été pris. Cette interprétation dont vous me parlez est une interprétation polémique, de nature politicienne, qui n'a rien à voir avec la prise de décision qui a été la nôtre. Allô, Janine? Oui, c'est Corinne ici. Bah écoute, je suis à l'aéroport. Cela fait 30 ans que nous vivons une révolution permanente, du bebop au smartphone. And we are calling it iPhone. De la 2G à la 5G, la technologie avance à grands pas. Let's start. Désormais, nous sommes tous hyper connectés. Et nos modes d'utilisation du téléphone évoluent. Toujours plus proches du corps, nos portables émettent aussi des ondes. D'ailleurs, ce sont les objets du quotidien qui nous exposent le plus. 24 heures dans la vie d'Anaïs, 15 ans, ça donne ça. L'écran allumé, il a été pendant 13h17. C'est écrit là. Snapchat et Instagram, les applications préférées d'Anaïs. Sans oublier 4 à 5 heures de conversation par jour avec les copines. Au fait, cette ado est-elle protégée des ondes de son téléphone portable? En théorie, oui, car tous les constructeurs ont l'obligation de faire homologuer leur modèle de téléphone. Mais depuis plusieurs années, ce médecin généraliste dénonce le processus de certification des téléphones portables qui, selon lui, poserait problème. Marc Arasi défend une thèse contestée par toute l'industrie du téléphone portable. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui aux fabricants de téléphones portables? Ce que je leur reproche, c'est d'avoir trompé sciemment, volontairement, 5 milliards d'utilisateurs sur le niveau réel d'exposition, sachant que, bien évidemment, la première source d'exposition d'une personne aux ondes de la téléphonie, c'est le téléphone portable. On sait aujourd'hui que quand on a le téléphone, la plupart du temps, on va soit le garder au contact à l'oreille, soit on va le mettre dans sa poche de pantalon ou dans une poche de veste, soit quasiment au quasi-contact de la peau. Alors là, je vais prendre un téléphone, voilà. Je vais prendre le mien. Eh bien, jusqu'en 2015, on le testait non pas entre 0 ou 2 mm, on le testait à 15 ou 25 mm. Aujourd'hui, pour homologuer un téléphone, les tests se font à 0 mm au niveau de la tête et à 5 mm au niveau du corps. Plus le téléphone portable est proche de vous, plus il vous expose à son rayonnement électromagnétique. Cette énergie se mesure en watts par kilo. C'est le débit d'absorption spécifique, le DAS. Pour être mis sur le marché, un téléphone ne doit pas dépasser 2 watts par kilo à la tête, 2 watts par kilo au corps et 4 watts par kilo aux membres. Des seuils établis en 1998 par l'ICNIRP. En 2016, Marc Arasi fait une découverte surprenante. L'Agence nationale de sécurité sanitaire affirme dans ce rapport que 9 téléphones sur 10 testés à 0 mm au corps ont des DAS supérieurs aux valeurs limites d'exposition. En page 6, résultats et conclusions de l'expertise. Voilà ce que je lis. Vous voyez, j'ai... Des mesures de DAS locales du téléphone mobile ont montré, à partir d'un échantillon de téléphone mobile, que l'exposition résultante peut parfois être élevée. Parmi les 95 téléphones mobiles prélevés par la NFR, 89% d'entre eux, mesurés au contact du corps, présentaient un DAS supérieur à 2 watts par kilo et donc dépassent les seuils réglementaires. Je me dis, mais c'est incroyable.
Marc Arazi lance l'alerte, parle d'un phone gate, d'une surexposition générale aux ondes des téléphones portables. Mais en 2016, personne ne l'entend, ou presque. En conditions réelles d'utilisation, au contact du corps, nos meilleurs amis sont-ils nos meilleurs ennemis, dangereux pour notre santé? Serions-nous tous surexposés aux ondes de nos téléphones portables? Pour essayer d'y voir plus clair, nous faisons d'abord nos fonds de tiroir. Puis achetons 5 téléphones parmi les plus vendus en 2019. Un Samsung, un Apple ou encore un Huawei. Pour la première fois en Europe, nous allons mesurer de manière indépendante le DAS de ces 10 téléphones portables au niveau du corps. Ces tests, nous allons les réaliser en laboratoire chez Artfy, une start-up française qui propose une nouvelle technologie de certification. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. Alors, je vous ai apporté nos petits joujoux, des téléphones portables. Stéphane Panetra est l'un des meilleurs spécialistes au monde de la mesure. Donc c'est dans cet espace qu'on vont se réaliser les essais. Okay. Voilà, donc vous avez la solution de mesure et l'antenne relais de laboratoire. Cette machine simule un homme d'1,80 m et de 80 kg. Grâce à elle, nous allons mesurer le rayonnement des téléphones au corps à leur puissance maximale. Depuis 2017, la distance réglementaire est désormais 5 mm. Nous commençons par ce téléphone Samsung. Voilà, donc en fait, ce téléphone, on va le tester au corps à 5 mm avec cette cale qui lui permet de s'assurer qu'on est bien à une distance de 5 mm. Le test, donc, tu peux le lancer, Philippe. Voilà, donc en fait, nous avons dans cette fenêtre la visualisation en 3 dimensions de la distribution de DAS à 5 mm. Et ici, vous voyez apparaître la valeur de DAS 0,57 watts par kilo. Pour ce téléphone Samsung, aucun problème. D'ailleurs, à 5 mm, tous nos téléphones sont en dessous de la valeur fixée pour le corps à 2 watts par kilo. Il faut noter que dans une configuration normale d'utilisation, les 5 mm, pour un bon nombre de cas, sont une surévaluation de la distance réelle par rapport au corps, puisque on sait bien qu'on peut mettre le téléphone dans la poche arrière, on peut la mettre ici, ou on peut se retrouver à moins de 5 mm. Donc 5 mm, ça ne correspond pas à l'usage réel des téléphones portables. À une partie seulement. Il y a tout un tas de cas où on est sur des distances plus faibles. La distance, c'est tout l'enjeu de la réalité de notre exposition aux ondes. Et cela se joue au millimètre près. Voilà pourquoi nous réalisons des tests sur le corps à 0 mm non réglementaires, mais qui correspondent pour partie à un usage réel du téléphone. Voici le résultat de la mesure à 0 mm. On voit ici les résultats avec une valeur de DAS à 2,208 watts par kilo. Et donc la valeur dépasse ce seuil. Dans cette configuration, ce téléphone Samsung n'est pas le seul à dépasser le seuil. À 0 mm, l'iPhone 8 est à plus de 3 watts par kilo. Nous avons ainsi testé les 10 téléphones. À 0 mm, tous dépassent le seuil des 2 watts par kilo. Exemple, l'iPhone 8. Entre 5 et 0 mm, la mesure est multipliée par 4. Même constat pour le Samsung Galaxy A10. Autrement dit, à 0 mm, les téléphones testés au corps nous exposent 4 fois plus qu'à 5 mm. Vu les mesures qu'on vient de faire, est-ce qu'on peut dire qu'on est en fait surexposé par rapport aux seuils réglementaires qui sont la norme en France et en Europe? En fait, on peut dire que oui, puisqu'on ne peut pas dire qu'il est impossible de mettre son téléphone à 0 mm. Toute personne raisonnable sait qu'il est possible de mettre son téléphone à 0 mm.
Seuls 2 fabricants ont accepté de réagir aux résultats de notre enquête. Pour Huawei, tous ces téléphones sont conformes à la législation. Même réponse chez Nokia. Nos téléphones respectent les seuils réglementaires. Si de nouveaux critères de distance sont introduits, nous les respecterons également. En France, il existe un gendarme des antennes relais et des téléphones portables. Son nom, l'Agence nationale des fréquences. L'ANFR est dirigée par Gilles Brégant. Alors, on a réalisé des mesures sur des téléphones. C'est un joli tableau. Face à nos mesures, cet ingénieur télécom est obligé de reconnaître même du bout des lèvres un problème de surexposition aux ondes. Ce qu'on voit simplement, c'est que à puissance maximale, ces téléphones dépassent 2 watts par kilo. Ça, c'est incontestable. Après, la question de fond qu'il faut se poser, c'est finalement comment est-ce que les individus utilisent leur téléphone au quotidien, quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas, ça dépend de votre usage dans la journée. Et quelle est la réalité, quelle est l'intensité de cette surexposition, puisque là, on a des mesures qui sont à 0 mm. Est-ce que ces mesures ne sont pas inquiétantes pour le grand public ? Je ne pense pas qu'elles soient inquiétantes, puisqu'en fait, aujourd'hui, elles sont en dehors de la norme. Donc, elles sont simplement... Est-ce que ce n'est pas la norme qui est en dehors de la vie, en fait ? Non, je ne crois pas, parce qu'on essaie de la faire se rapprocher de la vie, justement, la norme. Mais d'une certaine manière, c'est un sujet sanitaire. Donc, nous, notre problème, c'est de faire en sorte qu'elle soit respectée. L'ANSES, aujourd'hui, recommande un test à 0 mm. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous le faites ? Et les pouvoirs publics français, avec naturellement l'ANFR, sont en démarche auprès de la Commission européenne pour faire valoir les arguments de l'ANSES pour passer à 0 mm. Donc, simplement, la décision, elle sera collective. Elle sera prise par la Commission. Depuis 2019, la France demande effectivement à la Commission européenne de réduire à 0 mm la distance des tests pour le corps, comme c'est déjà le cas au niveau de la tête. Mais à Bruxelles, la question n'est toujours pas à l'ordre du jour. Depuis la fin de notre tournage, Patrick Pilon, éleveur de lapins, a mis la clé sous la porte. Gérard Duchastenier, ancien salarié d'Atos, est mort le 22 juillet 2020. À ce jour, rien ne démontre que les ondes électromagnétiques sont à l'origine de sa maladie. Depuis, 4 nouveaux cas de cancer du cerveau ont été détectés chez Atos. Un 8e cas sur le site des Clés-sous-Bois et 3 nouveaux cas à Beson, au siège du groupe. Quant à la 5G, le dernier rapport soumis au gouvernement valide ce choix technologique. Selon ses auteurs, pas d'effet néfaste avéré à court terme sur la santé, à condition bien sûr de respecter les valeurs limites fixées par l'ICNIRP qui n'ont pas bougé depuis 1998.